Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Synapse TV. On redémarre avec de nouvelles émissions pour vous tous et toutes. Très heureux de vous retrouver. C'est assez long en fait entre chaque émission. On va peut-être songer à en faire une par jour, ça me plairait bien. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet douloureux, parfois méconnu, en tout cas empreint de tabou. C'est ce qu'on appelle pour nous tous le trouble du comportement alimentaire. Évidemment l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, ces troubles qui touchent finalement malheureusement des millions de personnes, bien au-delà des clichés et souvent malheureusement, vous le savez, dès l'adolescence. Ce sont des histoires de rapport au corps, au contrôle majoritairement, on va évidemment parler à la honte, à la douleur, mais aussi évidemment de résilience. Alors, comment les reconnaître, comment essayer de les comprendre et surtout comment accompagner celles et ceux qui en souffrent. Nous avons évidemment la chance d'avoir sur le plateau, comme chaque fois, Alix Guérard qui est à mes côtés, qui est consultante, je le rappelle, David Rezard à ses côtés et qui est notre bouffée d'oxygène, vous le savez, et il nous réjouit à chaque fin d'émission avec plein d'anecdotes amusantes qui nous permettent aussi de passer un moment léger. À ma droite, Nathalie Feuchet, qui est psychiatre et psychothérapeute, et Emmanuel Bardet, qui est DRH, directeur des ressources humaines, si je me... Et nous avons avec nous la chance, merci à nos deux invités d'être présentes. Laura Di Lodovico, qui est psychiatre, et je vais revenir vers vous tout à l'heure pour que vous vous présentiez un peu plus. Et puis, évidemment, pourrez vous poser des questions auxquelles vous allez, j'espère, nous répondre. Nous avons Natacha Soria, cofondatrice et pharmacienne de l'association Je Danse, qui nous a fait le plaisir d'être présente, qui va évidemment évoquer avec nous tous ces problématiques de troubles alimentaires, et Guillaume Bonneau, qui sera en duplex tout à l'heure, qui est gastro-entérologue et qui va, lui, nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et à première vue, ça fait des dégâts, cette histoire, hein. On s'en doute psychologiquement et physiologiquement aussi. Donc on va essayer de parler un peu sans tabou. Et donc pour ce faire, nous démarrons avec Laura Di Lodovico, à qui je cède la parole. Alors, Laura, est-ce que vous voulez vous présenter un tout petit peu plus pour nos spectateurs? Bien sûr. Bonjour à tous et à tous, moi je suis Laura Di Lodovico, je suis psychiatre spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je travaille comme praticienne hospitalière universitaire à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Paris. Et voilà. Depuis longtemps? Depuis, alors bout à bout, j'ai commencé à me spécialiser pendant mon internat, donc ça fait bientôt 10 ans. Dans un premier temps, Laura, une question qui nous a été posée en fait et que je vous transmets. À quel moment vous allez décider, évidemment avec des guillemets, que la personne qui est en face de vous se trouve dans un trouble du comportement alimentaire? Quel est le déclencheur entre un désordre, qui parfois peut être j'ai envie de maigrir, ou etc., et on rentre dans le trouble? Quelle est la frontière? C'est une réponse qui peut changer en fonction du trouble des conduites alimentaires qu'on va prendre en examen, qu'on va évoquer. Par exemple, pour l'anorexie mentale, on sait qu'il y a d'un côté une restriction alimentaire, donc les personnes mangent de moins en moins, elles commencent à exclure certaines catégories d'aliments. Cela leur fait perdre du poids et cependant, elles sont toujours terrorisées par l'idée de grossir. Au lieu de manger plus pour revenir à un état nutritionnel normal, elles continueront de se restreindre, faire de l'activité physique, se dépenser. Donc il y a une rigidification de certains comportements qui, au lieu de ramener la personne en état de bonne santé, vont plutôt aggraver l'état de dénutrition qui est la conséquence de ces comportements. Donc les comportements deviennent rigides et leur peur aussi. D'accord. Donc si je comprends bien, et pour les parents d'ados qui nous regardent, on peut réussir à observer une rigidité dans le comportement, c'est ça? C'est-à-dire un excès, c'est ça? Oui, oui. On dirait qu'il y a un côté contre-intuitif, c'est-à-dire le fait de résister donc, à la dénutrition à la faim et résister aux besoins de son corps.
Et donc faire l'inverse, il y a aussi ce côté rigide de cette difficulté, incapacité de changer de comportement lorsque l'environnement et notre corps nous le demandent. Donc il y a quelque chose de très difficile à modifier pour le patient même. D'accord. Vous qui êtes en lien avec, j'imagine, à l'hôpital des patients toute la journée, enfin, j'imagine oui, que... Oui. Est-ce que vous avez noté, on pourra peut-être en parler avec Alix si elle le souhaite, mais est-ce que vous avez noté une influence des réseaux sociaux? Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, enfin, on parle beaucoup de ce problème d'anorexie, beaucoup le vantent, le valorisent, sont même accros dans les algorithmes et vont de plus en plus loin. Vous avez ressenti ça aussi? Les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. Parce que d'un côté, on peut leur attribuer le mérite d'avoir fait parler beaucoup des personnes qui ont traversé les troubles du comportement alimentaire, s'en sont sortis ou sont encore dedans et donc qui déstigmatisent la maladie, racontent leur expérience et envoient un message d'espoir aux personnes qui sont encore malades. Mais c'est vrai aussi que les réseaux sociaux véhiculent aussi beaucoup de fausses informations concernant, par exemple, ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire Par exemple, il y a, avec les réseaux sociaux, il y a quelque part une démocratisation de l'information. Chacun peut dire la sienne. Et donc parfois, cette absence de filtre porte des personnes à donner des avis très tranchés sur la nourriture. Ce qui est la bonne nourriture, la mauvaise nourriture. Ce qui est loin d'être adapté à chaque personne et ses exigences. Ou bien imposer des standards corporels, des standards alimentaires qui peuvent être complètement en décalage, voire contre-indiqués à certaines personnes et certaines catégories. Donc il y a un peu ces côtés, effectivement, d'imposer des modèles, des standards qui a peut-être été les déclencheurs pour certaines personnes. Alix, tu as beaucoup de retours sur l'impact des réseaux Bien sûr, je pense que peut-être ma génération ou celle au-dessus, vous avez déjà entendu parler des skinny talk, ces tendances sur les réseaux sociaux, cet algorithme qui est sans fin pour les jeunes filles de manière générale. On va regarder peut-être une recette minceur et en fait on va se rendre compte qu'après on va avoir des conseils de sport minceur, peut-être des restrictions minceur et en fait l'engrenage il est presque sans fin, enfin il est même sans fin d'ailleurs sur TikTok. Cette espèce de biais de confirmation, on a l'impression d'être dans la bonne discipline et finalement on tourne vers l'obsession et c'est ce qu'on repère sur TikTok. Je pense un peu moins sur Instagram par des algorithmes qui sont différents. Mais on a retrouvé le Skinny Talk qui est revenu en force il y a quelques mois. Et, tu peux nous expliquer ce que c'est, parce que certains peut-être le savent pas. Alors, c'est vraiment du franglais, skinny, mince et talk pour TikTok. Et c'est vraiment presque un réseau social parallèle qui se développe sur TikTok où on va dire les jeunes en général, mais surtout les jeunes filles vont se retrouver avec... que des vidéos, que du contenu qui tourne autour de la minceur et c'est une obsession, c'est des confirmations qui se font par toutes ces vidéos qui causent beaucoup de dégâts. J'imagine que vous le voyez en consultation avec les réseaux sociaux, oui. Notamment avec TikTok. Oui. Ah oui. Carrément, j'ai des patientes qui m'ont montré certaines photos en disant, moi, c'est à elle que je veux ressembler. Et ce sont des personnes qui, quand je vois ces physiques, ces corps, je me dis, mais c'est complètement incompatible, ne serait-ce qu'avec la préservation de toutes les fonctions de l'organisme. Vital, oui. Mais souvent, elles sont aussi retouchées, ces photos. Enfin, c'est ce que j'allais vous demander. C'est pas des photos d'IA ou des photos retouchées, rechopées. En fait, ce sont des idéaux qui n'existent pas, finalement, qui sont très peu réalisables et qui ne concerne, j'imagine, qu'une infime partie de la population qui est capable de rentrer dans ces standards-là, surtout quand on est en phase de développement, quand on est jeune et que le corps change, évolue pendant au moins une dizaine d'années. Oui. Excusez-moi, je vous entends toutes les deux, là, depuis tout à l'heure, de soit mettre des adjectifs au féminin, de parler des filles. C'est quelque chose qui est propre aux femmes? Il y a 10%, je crois, qui touchent les hommes. C'est 10%, je crois, d'anorexiques. Alors, l'anorexie, pour les hommes, c'est plus bas. C'est une prévalence plus basse. Et on dit, pour donner des repères, on dit qu'il y a un homme malade, on dirait 9 à
13 femmes. Oui, donc c'est 10% à peu près. Donc C'est ça. c'est, Ouais, oui, ouais. c'est beaucoup plus féminine comme Ouais. prévalence. On sait pourquoi? Il n'y a pas une seule réponse, je dirais. La première est qu'on considère qu'il y a eu des pressions socio-environnementales différentes pour les deux, qui ont impacté les filles de manière différente que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas tomber malades, surtout parce qu'il y a probablement une manière très différente aussi d'avoir accès aux soins, donc d'être diagnostiqué comme tel. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, chez les hommes, l'anorexie mentale peut se manifester par une dénutrition, mais aussi par une aversion de la graisse corporelle. Donc, ce sont des personnes qui feront beaucoup de sport, qui seront effectivement quelque part en sous-poids sans pour autant atteindre des niveaux de gravité qui nous porteront à les hospitaliser, et pourtant ils pourraient être tout aussi envahis, D'accord. tout aussi mal, tout aussi angoissés. Ah bah vas-y. Non, Moi, non, j'ai une question sur l'absence de limite finalement, parce que on ne sait plus où est la faim, où est la satiété, on ne sait plus où s'arrête l'investissement intellectuel, on ne sait plus où s'arrête aussi l'activité physique. Comment est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on a des données pour expliquer finalement cette absence de repérage, de conscience des repérages, un petit peu sur les limites et peut-être cette tendance aux addictions alors C'est une question vraiment intéressante. On parle c'est assez paradoxal parce qu'on parle de ces maladies, en particulier l'anorexie mentale, comme la maladie du contrôle, l'obsession pour le contrôle. Et pourtant, il y a à un certain moment de la maladie, surtout les stades plus avancés, une perte de contrôle. Ça veut dire quoi? Que des activités qui, au tout début, étaient associées à un effet positif, telle une reconnaissance sociale, quand une personne commence à perdre quelques kilos, elle peut être vue comme en meilleure forme par l'entourage, ou un sentiment d'efficacité, réussir à perdre du poids par un régime, faire du sport autant qu'on veut, et il y a un sentiment d'accomplissement personnel, avoir le contrôle sur certaines dimensions de sa vie, qui finit par devenir compulsif, qui finit par devenir une addiction parce que notre cerveau apprend très bien ce qu'il faut pour qu'il se sente mieux, pour qu'une personne soit par exemple... Oui, c'est le fameux circuit de la récompense là, qui va. Exactement, Ouais, bien sûr. c'est de ça qu'on parle. Bien oui. sûr, bien sûr. Je comprends. Sauf qu'à un certain point, lorsque l'activité perd les bénéfices, c'est-à-dire continuer de faire de l'activité physique, c'est d'estreindre, ça veut dire être en sous-poids, perdre ses règles, s'exposer à plusieurs dangers. Cependant, on continue d'en pratiquer. Parce que si on n'en pratique pas, on s'expose aux conséquences négatives de l'arrêt. C'est-à-dire des angoisses, par exemple. Si je mange ça, je vais reprendre du poids, inévitablement. Est-ce que toutes les deux, les deux docteurs que j'ai là, même la pharmacie, mais est-ce que ça fait, vous consultez depuis un petit moment, ça fait 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Est-ce que vous avez noté dans votre pratique une évolution? C'est-à-dire, est-ce que vous dites on a un point de départ où ça n'existait pas et ça s'est mis à exister, c'était pas repéré, c'est repéré? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une évolution? Pour ma part, j'ai l'impression que ça a toujours existé, en tout cas depuis que ces troubles existent. Alors, Laura, vous êtes plus à même du sujet, dans l'actualité du sujet. Peut-être qu'effectivement, la représentation du schéma corporel aujourd'hui est peut-être encore plus valorisée. Et voilà, est-ce que ça... Et puis le confinement peut-être aussi, est-ce que ça a pu avoir un impact, pour augmenter ces troubles ? Oui, je pense effectivement qu'au niveau épidémiologique, les dernières années n'ont pas été faciles. On a tous observé une augmentation des cas, des demandes d'hospitalisation, des demandes de prise en charge pour troubles du comportement alimentaire, anorexie mentale, mais aussi boulimie, mais aussi hyperphagie boulimique, suite au confinement qui a été... Et je parle de confinement, pas de Covid, mais vraiment de cet isolement qui a... Mais qui a fait exploser les addictions, je crois. Il y a eu Si, je pense que ça a été effectivement cette désocialisation temporaire qui a été source de souffrance, et chacun il a soit été confronté à ces angoisses qui existaient déjà, soit il a été confronté à des manières, un rétrécissement des stratégies de gestion de ces angoisses. On a évoqué l'anorexie, qu'on appelle l'anorexie mentale, qui est considérée comme un trouble psychiatrique.
D'accord. Clairement. On est d'accord. Et on n'a pas évoqué la boulimie, c'est-à-dire à l'inverse, c'est une espèce d'addiction à manger de plus en plus, etc. Et à pas savoir s'arrêter. On va en parler tout de suite, mais je voudrais qu'on accueille Guillaume Bonneau, qui nous fait le plaisir d'être en duplex parce qu'il habite loin, il n'a pas pu se rendre présent et qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Guillaume, bonjour. Bonjour Marc. Merci beaucoup d'être là à nouveau. Alors, je voulais que vous reveniez pour deux raisons. La première, c'était pour évoquer je ne sais pas si vous voyez toujours, parce que moi je ne vous vois plus, mais normalement ça va revenir. Vous m'entendez au moins, Guillaume ? Oui, je vous entends. Ok, bon, bah, c'est très bien. Donc, c'était pour évoquer une application dont on avait parlé lors du direct au mois de juin, que vous êtes en train de mettre en place et qui va évidemment considérablement aider la population, principalement en termes des salariés, puisque ça s'adresse à eux dans un premier temps, et qui a une prise en charge holistique. Mais comme je l'ai évoqué avec vous, on va consacrer une capsule qu'avec vous, tranquillement, sans être sur l'émission, qu'on diffusera sur la chaîne pour ceux que ça intéresse, et ils pourront regarder ça tranquillement. Je vois Emmanuel, qui est en lien avec l'entreprise, qui pourra évidemment se faire le relais de ça. C'est intéressant. Mais Guillaume, je voulais surtout vous entendre, si vous êtes d'accord, sur les conséquences de l'anorexie et de la boulimie à l'intérieur. C'est-à-dire, selon vous, en tant que gastro-entérologue, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Merci Marc. Bon, je suis désolé parce que je n'entends que vous sur le plateau. Donc si jamais je dis des choses complètement discordantes par rapport aux autres, je vous demanderai de me le dire pour que je ne passe pas pour un bonnet. Alors, en effet, les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui est très important pour les gastro-entérologues parce qu'il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, que ce soit anorexie mentale, boulimie ou hyperphagie-boulimie, sont responsables entraînent dans 50% des cas des troubles fonctionnels intestinaux. Donc, si vous prenez une prévalence dans la population de 10% de troubles du comportement alimentaire environ, eh bien, vous imaginez que comme il y a 20% de syndrome de l'intestin irritable, en fait, il y a 5% de nos syndromes 25% de nos syndromes de l'intestin irritable et des troubles fonctionnels digestifs qu'on voit vont être en rapport avec des troubles du comportement alimentaire. Et ça, je vous dis ça, c'est très important parce que c'est très sous-estimé par les gastro-entérologues. En fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, c'est probablement très représentatif et on le sous-estime. Et en plus, le gastro-entérologue, dès qu'il détecte un trouble du comportement alimentaire chez quelqu'un qui a des troubles fonctionnels intestinaux, donc je vais vous expliquer un peu après, eh ben, il va avoir tendance à dire bon, votre problème, il est lié à votre trouble du comportement alimentaire, donc allez voir le psychiatre. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça et qu'il faut avoir une prise en charge holistique et je vous expliquerai après. Donc je vais revenir sur la première question qui est, en fait, qu'est-ce que ça engendre sur le plan digestif des troubles du comportement alimentaire ? Eh bien, comme je vous ai dit, ça engendre beaucoup de problématiques fonctionnelles. Parce qu'à partir du moment où vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous allez avoir des dysfonctionnements à la fois de votre axe intestin-cerveau, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a, notamment le fonctionnement du nerf vague, et des modifications de votre microbiote induit par le stress et induit par le type de l'alimentation et la façon dont vous vous alimentez. Ce qui va avoir comme conséquence tout un tas de symptômes, des problèmes pour avaler ici au niveau cervical haut, des problèmes de reflux gastro-œsophagien, des problèmes ce qu'on appelle de dyspepsie, c'est-à-dire je digère mal, j'ai une satiété précoce ou à l'inversement, je ballonne. Ça va avoir un syndrome de l'intestin irritable, des ballonnements, des diarrhées, inversement des constipations, des douleurs abdominales. Donc en fait, les troubles du comportement alimentaire sont représentés dans tous les syndromes fonctionnels digestifs. D'accord. Alors, Guillaume, juste une question. Dans ce que vous décrivez si bien, est-ce que vous êtes en train de nous dire, si quelqu'un tombe dans l'anorexie ou la boulimie pendant un certain temps, les conséquences sont quasiment irréversibles ou il y a réparation possible ? Alors, d'abord, elles sont très fréquentes, j'ai dit 50%. Oui. Et on constate très souvent qu'à partir du moment où vous avez eu cette perturbation fonctionnelle, vous allez en garder une mémoire. Alors, peut-être que des techniques de psychothérapie de troisième vague arriveront à faire le chemin inverse,
mais très souvent, on voit des gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable et dans l'anamnèse, dans l'interrogatoire, on retrouve un antécédent de trouble du comportement alimentaire très étiqueté à une époque. Et je pense notamment à l'anorexie mentale. Mais en fait, le trouble du comportement alimentaire le plus problématique actuellement et celui qui augmente le plus en fréquence, c'est pas l'anorexie, c'est l'hyperphagie boulimique, quoi. C'est celui-là vraiment qui augmente beaucoup en fréquence et que nous, on voit beaucoup. Vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur cette hyperphagie? Ça commence quand? Ça s'arrête quand? Comment ça fonctionne? En fait, c'est des gens qui décrivent qu'au moins une fois par semaine, pendant une période de plus de 3 mois, ils ont des crises d'hyperphagie boulimique qui sont très liées à des anxiétés, des stress, ils le décrivent très bien. Et là, ils sont incapables de s'arrêter de manger. Et après, bon, je peux vous en parler maintenant, mais on constate en tout cas, dans les problématiques de surpoids chez les jeunes, très souvent des problématiques d'hyperphagie boulimie, et surtout on constate cette augmentation depuis le Covid. Vous avez dû en parler sur le plateau, mais nous on a été très choqués, les gastroentérologues, par cette étude qui a été faite dans les universités françaises, où on a vu qu'avant Covid c'était 20% de TCA, et après Covid en 2021 c'était 46%. Et ça correspond à nous ce qu'on voit, qui est en parallèle cette prise de poids qu'il y a chez les jeunes. Et là où je veux en venir, c'est que je me suis demandé la question, on dit toujours que c'est le stress, mais moi, mon impression, c'est que c'est lié à l'alimentation à domicile, la livraison à domicile, qui s'est, depuis le Covid, considérablement développée. Et en fait, ça permet le développement de ces comportements hyperphagiques en régulation des émotions de façon très facile. C'est-à-dire qu'avant, si vous aviez un stress et que vous aviez besoin d'une alimentation compulsive pour gérer ça, fallait vous faire à manger, ou alors faire les courses, ou alors chercher dans le frigo. Maintenant, vous appelez Uber Eats et vous avez d'emblée la pizza frite qui débarque dans les 5 minutes. C'est intéressant, Guillaume. Je vous donne un schéma. On est dans la règle d'étroité des adolescents, tout le temps, tout de suite, en fait. On est là, on est à cet endroit-là. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, non, c'est un vrai problème. Et du coup, post-Covid aujourd'hui, vous continuez d'avoir une accélération ou une augmentation de ces troubles, ou vous sentez que ça se stabilise, et est-ce qu'il y a une prévention finalement qui se met en place ou pas du tout? Non, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de prise de conscience, mais en tout cas, moi, dans ma population, je constate cette population de jeunes en surpoids avec ces TCA et qui ont des syndromes, qui ont des troubles fonctionnels digestifs. Ça, en consultation, c'est clair que je le vois. Donc on a un vrai problème sociétal en fait qui s'impose à nous. On est d'accord. C'est pas juste un rhume de temps en temps. C'est plus grave à première vue. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué et qu'on constate dans la littérature. Voilà, ça c'est clair. Ok. Guillaume, on va vous remercier vraiment d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Merci encore de votre présence. On se retrouve très vite. Oui, mais je voudrais juste rebondir, avec plaisir, Marc, pour vous dire que c'est très important. Ce qu'il faut surtout, c'est prendre en charge ces troubles fonctionnels digestifs. Parce que si vous ne les prenez pas en charge et que vous dites c'est juste mental, eh bien, ils vont aggraver le schéma corporel, le vécu, le stress. Donc, il faut surtout, certes, avoir bien sûr une prise en charge du stress, de l'anxiété, des problèmes psychologiques, mais s'occuper des troubles digestifs induits. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir cette prise en charge holistique, multidisciplinaire. Voilà, c'est vraiment pour moi très important. C'est ça, Guillaume, je suis bien d'accord. Ça veut dire qu'il faut il faut que ces spécialistes s'entendent dans le sens propre du terme et qu'il y ait une corrélation entre les prises en charge thérapeutiques et le monde de la gastroentérologie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que vous échangez sur les patients, etc.? Ben non, c'est le problème de notre système de soins. Hein, et on est très cloisonné encore. Hein. Ça veut dire, alors c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il y a moyen d'améliorer vraiment les choses à l'avenir pour tous nos jeunes qui sont en souffrance, entre autres. Voilà, exactement. Bon, et de trouver des moyens d'impact pour les informer. J'ai entendu que vous parliez des réseaux sociaux, c'est peut-être un moyen de les informer, mais quand l'information est bonne et qu'elle est vraie, quoi. Dans l'autre sens, bien sûr, bien sûr. Guillaume, mille merci encore. On se revoit très vite pour la suite de ce que vous mettez en place et c'est passionnant. Merci encore, Guillaume, d'être venu sur la chaîne. Merci encore. On va retrouver Natacha, qui nous a fait le plaisir de venir. Comme je le disais, vous êtes pharmacienne et vous êtes à l'origine
fondatrice de l'association Je Danse. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous en parler? Et puis, je vais passer la parole à Alix qui va prendre le relais sur moi. Bien sûr, merci Marc du coup. Donc Je Danse, c'est une association que j'ai fondée avec ma sœur et mon père en hommage à ma sœur Anna, qui a souffert de troubles du comportement alimentaire et qui est décédée, pas de ça, mais elle en a souffert pendant un long moment. Et du coup, on a voulu créer l'association en son nom. Et du coup, dans cette association, on organise plein d'activités tout au long de l'année pour justement sensibiliser sur les troubles du comportement alimentaire, partager aussi notre expérience en tant que vivre avec une personne qui souffre, parce que c'est très difficile aussi pour l'entourage, on n'en parle pas souvent, mais la famille, elle est très souvent aussi affectée. Et du coup, on essaye de mettre en relation des personnes qui souffrent avec d'autres personnes pour se sentir moins seul et moins démunis aussi face à ces troubles. C'est une belle introduction, je te passe la main tout de suite, mais dans 15 jours, je crois, on fait une émission sur les aidants et on sait à quel point c'est important d'en parler et de les aider, les aidants. Alix, je t'en prie. Natacha, dans ce projet, vous faites des groupes de parole, des ateliers, vous avez aussi une ambition de monter une maison Je Danse, on pourra en reparler peut-être un peu après. Donc avec toutes ces actions, vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. Comment vous accompagnez les personnes touchées par ces TCA et quel retour vous recevez de leur part, vu que vous êtes le plus au contact finalement de ces personnes touchées? Nous, on est une association très jeune, on n'a que des bénévoles jeunes, des anciennes personnes qui ont souffert de TCA. Et du coup, ce qu'on remarque, c'est vrai que chaque semaine, déjà, on intervient dans les hôpitaux, dans les services psychiatrie sur Paris. Et en dehors des hôpitaux, on organise aussi des journées portes ouvertes qui permettent de mettre en relation des professionnels de santé spécialisés avec des personnes malades et que les personnes malades aussi puissent rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation. Et c'est vrai que ça fait 5 ans qu'elle existe, l'association, 5 ans et demi même. Et donc j'ai fondé ça, j'avais 21 ans. Donc on a vu une vraie évolution et surtout qu'on l'a fondée pendant le Covid. On a commencé à donner la parole à des gens sur les réseaux sociaux justement pour sensibiliser, témoigner en fait de leurs troubles. Alors, vous faites l'inverse vous faites ce qu'il vient de nous expliquer, Guillaume, c'est-à-dire vous utilisez les réseaux pour du bon en fait, pour véhiculer. Voilà, pour véhiculer des beaux messages d'espoir aussi et qu'on peut s'en sortir, qu'il y a des personnes qui s'en sortent. Et c'est vrai que du coup là, au fil des années, on a vu des personnes qui s'en sont sorties, qui vont mieux et qui sont bénévoles dans l'asso. Donc c'est toujours des beaux messages et ça fait toujours plaisir qu'ils puissent aussi intervenir pour aider les autres à leur tour. Ah il n'y a pas plus bel exemple. Voilà. Je pense que... C'est ça. Et du coup, si je puis dire, ça marche bien. En tout cas, votre association marche bien puisque malheureusement, il y a de plus en plus de cas, comme on l'a dit précédemment. Vous avez un projet fort, la création d'une maison Je Danse, qui serait un lieu d'accueil pour les personnes souffrant de CTCA et leurs familles. Donc ces fameux aidants, en tout cas ces personnes qui sont aussi touchées par la maladie, mais indirectement. Qu'est-ce que vous aimeriez y faire? Pourquoi c'est important d'avoir aujourd'hui des espaces comme ça en présentiel? Donc on parle des réseaux, mais il faut aussi avoir des actions de terrain. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On mettra évidemment tous les renseignements concernant l'association pour qu'on puisse vous trouver, etc. Bien sûr. Ça va de soi. Du coup, la Maison Je Danse, c'est un gros projet qu'on aimerait mettre en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas de lieu attitré sur Paris. Donc en fait, on est subventionné par des entreprises pour réaliser des événements ou on fait des partenariats pour des activités. On a aussi une antenne à Toulouse où là, on a un lieu dans un espace de coworking pour les associations. Et c'est vrai que d'avoir une maison Je Danse où on pourrait justement organiser des prises de parole, des ateliers de groupe de parole, des ateliers créatifs, parce que nous, on met beaucoup en avant tout ce qui est art-thérapie. Ça permet vraiment aux personnes de se changer les idées, de se focaliser aussi sur autre chose que sur la maladie. Et du coup, voilà, donc ça serait vraiment un énorme projet, et même pouvoir, pour les familles aussi, d'être intégrées dans le processus de guérison, de comprendre davantage la maladie
et de pouvoir aussi en parler. Alors, Ouais. vous avez cité les entreprises il y a 2 minutes qui viennent vous aider, évidemment, à recevoir des dons, j'imagine, pour que vous puissiez exister. Emmanuel, en entreprise, on a des problèmes de TCA ? Mais manifestement, à l'image de la société, oui. Il n'y a pas de raison que les patients qui souffrent de ces TCA n'aient pas une carrière, un job comme tout le monde. Et je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que si au travail ils souffrent de ces TCA, il est possible qu'ils aient de la fatigue, on a parlé aussi de troubles émotionnels, etc. Et donc ça pourrait être compris par des managers comme une forme de désengagement ou de se dire tiens le travail lui plaît pas ou les missions lui plaisent pas, c'est pas le sujet en fait. Derrière on a dit c'est une maladie, donc le sujet il est ailleurs et je pense que l'entreprise sur ces TCA mais comme sur finalement plein d'autres troubles ou plein d'autres problématiques de santé doit être aussi un lieu d'écoute, de détection, de prévention. Donc il ne s'agit pas, on parlait du système de santé avec notre gastro-entérologue, il ne s'agit pas de se substituer au système de santé, mais de venir en complément. Et donc en effet, l'importance pour l'entreprise de former, de sensibiliser, d'accompagner pour que ces signaux faibles pour aider à repérer peut-être. Exactement, aider à repérer, à accompagner et peut-être ouvrir une porte, aller vers la médecine du travail, qui sont les partenaires d'entreprise de la santé. Et puis c'est super intéressant que vous arriviez avec votre association à tisser des liens avec le monde professionnel pour pouvoir être accompagné et puis aussi parler de ce sujet qui est une réalité. Oui, on fait même de la sensibilisation dans les entreprises. Justement, on va peut-être y revenir, parce que c'est intéressant. On va laisser Alix poursuivre évidemment sur... Ah non, mais justement, je trouvais ça hyper intéressant de rebondir sur ça. Et est-ce que du coup, vous menez des actions? Donc là, on a entendu réseaux sociaux, on a à la maison, vous faites des ateliers, l'art-thérapie que je trouve très intéressante. C'est un sujet qu'on pourra creuser ici d'ailleurs. Complètement. Quelles actions vous pouvez mettre en place dans les entreprises? Est-ce que vous êtes aussi l'écosystème de Je-Danse? C'est quoi? C'est des psychologues, à vous? Un petit peu savoir comment ça se passe. On est entouré de professionnels de santé, donc des psychiatres spécialisés. Des psychologues aussi, sophrologues, diététiciens, mais vraiment des personnes qui se sont spécialisées sur ces troubles, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est vraiment formé aussi sur ces maladies. Donc on est entouré de tous ces professionnels qui nous épaulent. Après, nous aussi, aujourd'hui, je connais bien, du coup, pour avoir vécu 5 ans d'expérience au contact avec les patientes, ces maladies. Et du coup, c'est vrai qu'on peut intervenir en entreprise, on l'a déjà fait. Et c'est vrai que c'est hyper important de sensibiliser parce que comme on a dit que ça touchait énormément les jeunes, aussi en entreprise, c'est surtout pour les parents que ça peut être aussi intéressant de détecter les signes chez leurs enfants. Quand vous dites que vous voulez monter une maison, j'ai bien compris? Oui. C'est-à-dire trouver un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil, exactement. Parce qu'en fait, on n'a pas de lieu attitré sur Paris. Donc en fait, les ateliers, on les fait en partenariat soit avec des entreprises, soit avec... Qu'est-ce que vous cherchez en fait comme lieu pour que peut-être ceux qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Quelque chose d'assez simple, un local où on pourrait être subventionné pour l'obtenir. Et qu'après, avec les dons qu'on a à l'année, en fait, nous, chaque année, on organise un grand spectacle. D'accord. Qui s'appelle Je-Danse fait son show et qui réunit plein d'artistes qui vont venir sensibiliser, en tout cas se mobiliser pour la cause. Et il y a aussi des intervenants qui prennent la parole. Et le but vraiment de ce spectacle, c'est de mettre en avant les TCA, et de lutter contre les TCA en particulier, mais et également de récolter des fonds. Donc en fait, ce spectacle, il nous permet vraiment de faire notre collecte de fonds. Et après, nous, on peut financer derrière tous les ateliers qu'on mène à l'année. Parce que c'est vrai qu'on a un gros budget atelier, parce qu'en fait, chaque week-end, on est dans les hôpitaux. Et donc, c'est nous qui finançons les ateliers dans les hôpitaux directement. Alors, c'est intéressant. Laura, vous connaissiez Je-Danse? J'ai la découverte ce soir. C'est génial au moins. Oui, on n'est pas encore à la CMME. On n'est pas loin en plus. Qu'est-ce que ça peut apporter dans votre quotidien, Laura, ce genre d'initiative c'est génial ce qu'elles font. Qu'est-ce que ça peut... Alors, je reviens par exemple sur l'art-thérapie, pour faire un exemple, qui est un moyen, on pourrait dire, donc les thérapies à médiation artistique, si on veut, qui sont très précieuses pour les patients qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, du fait qu'elles leur permettent de s'exprimer autrement que par la parole sur ce qu'ils peuvent ressentir, dont ils peuvent faire l'expérience. On sait à quel point parfois la verbalisation, voire la reconnaissance de leur souffrance peut être difficile.
Donc souvent, la thérapie permet de débloquer ça. Il y a aussi le rapport avec le corps. Par exemple, la danse-thérapie qui leur permet de se réapproprier leur corps différemment, de le voir bouger, d'en avoir une vision qui peut être fonctionnelle ou à nouveau esthétique dans quelque chose qui a du mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension relationnelle aussi à travers les pratiques artistiques, la danse, alors sans entrer dans les excès de la danse, hein, mais voilà, tout ça c'est à la fois quelque chose d'individuel, une création, un ressenti dans le corps, mais c'est aussi aller vers l'autre, partager, être en groupe, en fait c'est... Vous décloisonnez complètement l'enfermement de ces patientes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment aussi se changer les idées, pouvoir échanger sur d'autres choses et pas être enfermé dans un trouble. Et après, oui, il y a des pratiques comme la danse-thérapie, le yoga qui permettent vraiment de se reconnecter à son corps. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours dessus. Même si la danse-thérapie, c'est vrai que c'est plutôt quand même à l'hôpital, parce qu'il faut que ce soit très sécurisé, parce que du coup, les activités sportives, parfois, on ne peut pas toujours les mettre en avant. Donc nous, on ne pratique pas de danse dans l'association Je Danse. Voilà. Elle s'appelle Je Danse. Il n'y a pas, j'aurais juré le contraire. C'est une volonté pour protéger, parce que ça peut être corporellement dangereux ou embêtant, c'est ça? Oui, pour certaines patientes. Donc à l'hôpital, il y en a souvent de la danse-thérapie, mais après, nous, c'est vrai qu'il faut que ce soit vraiment sécurisé pour mettre ça en place. D'accord. Ce serait une ambition d'y arriver? On pourrait tout à fait y penser si on trouve un cadre totalement structuré. Juste insister sur une toute petite chose encore, c'est que c'est pas simplement occupationnel ou se changer des idées, c'est aussi permettre à ces personnes de faire une nouvelle expérience et d'intégrer aussi à la fois dans le corps, dans la mémoire du corps et de l'esprit et du cœur, une autre manière d'exister. Voilà, donc ça c'est vraiment précieux. Bien sûr. Okay. Donc là j'ai bien compris ce qu'il vous faut et vous avez le projet évidemment d'y arriver. Si on peut vous aider vraiment une fois de plus, on vous mettra un tout vraiment pour aider cette association qui est, j'allais dire une jeune association, 5 ans quand même, ça date pas de la semaine dernière. Et Laura, vous avez des attentes et il vous manque de moyens. Comment ça marche? Vous êtes submergé? Vous savez, comment ça fonctionne à l'hôpital? On est submergé. Eh oui, bien sûr. Effectivement, on déplore, on peut dire, vraiment un décalage entre la demande et l'offre de soins. On a un centre très spécialisé. On a énormément de demandes qui viennent des patients, de leurs familles, des autres confrères et consoeurs. Et malheureusement, le nombre de plages de consultation reste malheureusement limité. Donc on a limité parce qu'il n'y a pas assez de praticiens ou parce que... Alors, il y a peut-être... Oui, ça manque un peu un praticien spécialisé. Disons ça, effectivement. C'est une surspécialisation de la psychiatrie qui maintenant est heureusement ouverte aussi à d'autres disciplines comme la nutrition. Notre problème est qu'effectivement, on a des structures qui sont limitées en taille. Par exemple, on a pour l'anorexie mentale 20 lits, pour la prise en charge du sévrage boulimique en hospitalisation à temps plein 10 lits. Ce sont des espaces très limités pour des hospitalisations à temps plein qui sont malheureusement fréquemment indiqués pour ces patients. Donc, oui, c'est ça. Oui. Mais pour les parents, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, les parents doivent être assez démunis finalement, parce qu'en fait, quelle solution s'offre à eux pour les accompagner sur ce chemin thérapeutique du trouble alimentaire? Je pose la question à toi. En fait, il y a les prises en charge thérapeutiques. Alors, oui, l'hospitalisation. Vraiment, pour les troubles du comportement alimentaire, c'est multidisciplinaire. On ne peut pas se contenter, un psychiatre, de suivre une patiente qui a un trouble du comportement alimentaire. Ou alors, c'est relativement stabilisé. Il y a un état dépressif, il y a quand même une comorbidité qui est importante. Et souvent, le fait de traiter la dépression, l'anxiété, finalement, on se rend compte que parfois... Le trouble du comportement alimentaire est une expression aussi parfois d'un trouble dépressif. Mais voilà, quand c'est un trouble avéré, c'est une équipe. Oui, c'est ça. Il faut se mettre à plusieurs, ce qui n'est pas simple.
Vu de l'extérieur, parce que quand on est dedans, on a les liens. Mais vu de l'extérieur, il faut trouver... Un réseau. dans votre association, vous les aidez, vous arrivez à mettre tout le monde... On essaye, en fait, nous on a une messagerie du coup sur Instagram, donc on peut recevoir des messages très fréquemment de personnes qui cherchent de l'aide. Et donc on essaye de les orienter vers des spécialistes qu'on connaît bien ou des hospitalisations. Donc on peut essayer d'adresser des mails ou des choses comme ça pour faciliter la prise en charge. Après, comme l'a dit Laura, c'est vrai que c'est pas évident. Service d'hospitalisation, il y a très peu de place, donc il y a une liste d'attente. Et en fait, le moment où on a le déclic pour vouloir s'en sortir, on nous met des barrières. Donc du coup, ça fait un peu paniquer et ça enlève un petit peu l'espoir de la personne qui voulait justement avancer et c'est pas toujours facile. Oui, bien sûr. Une question, si des parents nous regardent et... Alors, à première vue, jeune fille, puisque c'est plus répandu, ta question était pertinente, David, effectivement, c'est plus répandu malheureusement chez les femmes que chez les hommes. Des parents qui constatent que leur jeune fille commence à vouloir perdre du poids et puis à vouloir rester de plus en plus vers cette perte de poids, à quel moment l'alerte doit être donnée pour aller consulter d'une façon ou d'une autre? Quel peut être le point d'alerte pour des parents pour se dire non, là c'est plus possible en fait, là il faut qu'on aille consulter? Alors je pense qu'il peut y avoir des signes d'alerte comportementaux, c'est-à-dire effectivement cette opposition. Souvent ça finit en bras de fer à tous les repas. Malheureusement on peut voir qu'il y a une espèce de difficulté pour l'enfant, pour la personne à s'alimenter plus, rester à table, rester assis, parce que parfois on voit des personnes qui refusent de s'asseoir. C'est tellement l'idée de pouvoir s'asseoir et prendre du poids, donc on parle de distorsion cognitive, est forte. De distorsion cognitive, c'est-à-dire? C'est-à-dire être dans une logique où c'est par exemple si je mange cette assiette de pâtes, je vais inévitablement prendre du poids. Ou bien si aujourd'hui je ne fais pas mes 30 minutes de course à pied, je vais inévitablement prendre du poids, ainsi de suite. Il y a parfois des craintes, enfin ce sont des distorsions cognitives, elles sont farcies de peur, d'angoisse. C'est phobique en fait. Oui, oui, on pourrait dire que derrière il y a une forte peur, sûrement. Et c'est ça qui les porte souvent à répéter la restriction, même si c'est contre-indiqué, pour se soulager, ne serait-ce que pour la demi-heure, de l'angoisse. Donc si pour cette première partie, puisque je crois que vous vouliez continuer, mais pour cette première, il y a un bras de fer avec les parents où leur ado est assis à table et dit non mais moi je mange pas. Oui, oui. Et donc à ce moment-là, ils vont essayer de prendre rendez-vous en premier avec qui? Il y a l'association, j'ai bien compris, mais comment on fait? Allô docteur, je suis en bras de fer avec ma fille. Ou bien voir qu'il y a un émaigrissement très fort, très important en très peu de temps, ou pour des patients avec boulimie, il y a des vomissements, il y a des ingestions de nourriture qui sont excessives, l'hyperphagie boulimique aussi, des prises de poids. Dans ces cas-là, en tout cas, les soignants de première ligne sont souvent les médecins généralistes et les pédiatres. Eux accueillent évidemment. Oui. D'accord. Oui, souvent c'est un premier pas. C'est un premier pas vers la construction du réseau de soins dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça. Souvent, les familles, en fait, elles ne comprennent pas. Donc, elles ne sont pas du tout informées sur les troubles. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout informés. Et du coup, ça mène directement dans des disputes très rapidement. Enfin, avec l'adolescence, les disputes, ouais. c'est multifactoriel. Hein. Voilà. C'est pas que... Ouais, c'est pas que ça. Justement. C'est multifactoriel, mais ça ne l'est plus. Ça l'est plus, d'accord. Là, on est c'est plus intéressant. centré que sur... La dispute, c'est là-dessus, en fait. Ça mange pas. D'accord, c'est intéressant. Ton assiette, pourquoi tu chipotes? Il n'y a plus rien dans le réfrigérateur pour les boulimiques. Ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est vider les elle vide, placards. les placards, les congélateurs, y compris les congélateurs. Voilà, donc on est sur des choses très concrètes, très ciblées. Très ciblées. Oui. Voilà. Donc en fait, la prévention, elle doit être pour les enfants, enfin pour les jeunes, les moins jeunes, mais aussi pour les parents et les aidants et les accompagnants. Oui. Enfin, C'est très important de les sensibiliser parce que les troubles sont souvent cachés.
par l'individu, caché ou non reconnu. La personne qui perd du poids, elle n'est pas forcément consciente d'avoir perdu du poids, d'être dans une situation inquiétante. Tandis que dans la boulimie, dans les conduites d'hyperphagie, c'est plutôt un sentiment de honte qui les porte souvent à cacher ces conduites. Oui, avec des vêtements très amples ou des choses qui vont dissimuler, dans les deux cas d'ailleurs. Oui. Même la honte, la culpabilité, en fait, d'avoir mangé tout ça. Parce que du coup, les crises, elles sont vraiment excessives et du coup, même honte vis-à-vis des parents qui découvrent les placards vides. D'accord. Il y a aussi cette honte-là qui est très difficile et du coup, c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser la famille. Mais du coup, vous qui avez l'habitude, j'ai l'impression, enfin tous et toutes, hein, mais de recevoir des parents aussi un peu désemparés, c'est ça, qui vous disent, mais je suis allé voir le médecin généraliste et il a écouté ou pas, ou comment qu'est-ce que vous entendez comme Alors, très souvent, ils vont voir le médecin généraliste, mais alors, il y a beaucoup de médecins généralistes qui ne sont pas du tout formés aussi sur ces sujets. Du coup, c'est vrai que très souvent, ils ne sont pas pris en charge assez tôt, les patientes, parce que les médecins généralistes n'ont pas forcément détecté les signes aussi. Donc, il y a ça qui est compliqué. Donc, c'est vrai que nous aussi, on forme les médecins, mais dans une autre structure que j'ai fondée. Donc, vous avez une autre structure ? J'ai une autre structure que j'ai fondée qui forme les professionnels de santé sur les sujets de santé mentale. Ça s'appelle UpCare. UpCare, ok. Et justement, on les forme sur les troubles du comportement alimentaire, donc notamment les médecins généralistes en première ligne qui doivent être formés sur ces troubles pour pouvoir mieux orienter derrière. Mais s'ils sont orientés, après, forcément, ils vont l'orienter vers un psychiatre ou pédopsychiatre qui va ensuite prendre en charge le trouble. C'est vrai qu'il faut passer ce cap, en fait, déjà d'aller amener son enfant voir le médecin. Mais c'est difficile. Mais c'est pas toujours facile d'avoir conscience que son enfant est malade ou est en train de tomber malade. On est un peu dans un déni aussi de ça. Ça, il y a des parents qui ne l'acceptent pas forcément. Ils veulent pas accepter. Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils ont peur. Voilà, il y a la peur, il y a ça. aussi le déni de se dire mon enfant est malade, parce qu'on peut aussi idéaliser la situation, ne pas le voir. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça fait peur. On a du mal à franchir la porte des psychiatres, des médecins, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on en guérit. C'est-à-dire qu'on peut arriver quand même. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que et plus tôt on y va, pris en charge et mieux c'est. Plus vite on a une... Ok. Merci mille fois d'être venu. Vous restez avec nous parce qu'on va donner la parole à notre cher David, notre bulle d'oxygène. Donc, je te laisse... Merci Marc. J'ai quand même voulu rester dans le thème, mais moi, plutôt... Vous savez que pour moi, l'alimentation, c'est un plaisir. Donc, je me disais, mais il faut qu'on réintroduise ça. Et donc, je suis allé voir une diététicienne psychonutritionniste. Ouais, rien que ça, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, je l'ai rencontrée et je lui ai posé quelques questions, notamment quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent laisser à des parents l'identification que son enfant rencontre des troubles. Et puis, elle m'a donné aussi quelques conseils pour réintroduire l'alimentation et ça va rejoindre énormément de choses qu'a pu nous dire Laura. On l'a su en vidéo, s'il vous plaît. Ah, d'accord, c'est super ça. Donc une petite vidéo qui ne devrait pas tarder à arriver. Une diététicienne psychonutritionniste, c'est une professionnelle de la nutrition qui va plus s'intéresser à la relation qu'on entretient avec son alimentation, plus qu'à vraiment au contenu de l'assiette. Donc c'est une approche qui est vraiment différente et assez récente dans le conseil nutritionnel et diététique, parce qu'on part du principe qu'on est potentiellement tous des mangeurs intuitifs et que si on se fait confiance et si on se libère des choses qui nous entravent finalement, on est tous capables de pouvoir manger ce qui convient à notre corps de façon intuitive. Quand on a perdu le lien avec son corps, par exemple en mangeant sans faim ou en se privant, comment est-ce qu'on peut doucement le rétablir? Être en contact avec son corps et ses sensations corporelles, c'est sûr que ça va être la clé pour pouvoir revenir. Voilà, la clé, c'est vraiment reprendre contact avec ses signaux corporels, ses sensations corporelles, et notamment les signaux de faim. Parce que quand on mange sans faim, c'est vrai que ça brouille les signaux. Et donc c'est en revenant aux sensations corporelles qu'on va aller vers une relation plus saine et plus sereine avec l'alimentation. Alors, est-ce qu'il existe des exercices ou des petits rituels simples pour réapprendre à écouter ces sensations alimentaires? Alors oui, effectivement, il y a des exercices simples et
d'écoute corporelle, etc. Mais dans cette thématique, moi j'aimerais mettre une petite précision. Pour moi, il y a 2 phases. Il y a la phase d'apprentissage, de réappropriation des sensations corporelles, et puis après il y a le reste de la vie, il y a tous les jours. Et donc il y a cette phase où on va être plus dans le réapprentissage, un peu une phase pédagogique, pour reprendre contact avec son corps, et là on peut avoir des exercices très précis, et on fait des exercices comme en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale, où on va vraiment être dans l'expérience. Sur 4 jours, on a des expériences à faire pendant ces repas, mais c'est 4 jours. C'est une phase de réapprentissage et de se reconnecter avec son corps. Et puis après, pour le reste du temps, le reste de la vie, parce qu'après, une fois que ces choses-là s'intègrent, et mettre des petites choses dans le quotidien, c'est aussi reprendre contact avec sa respiration, être dans une hygiène émotionnelle, de gérer son stress et ses émotions. Ça fait partie des choses classiques, pour se réapproprier tout ça. Alors, le moment du repas peut devenir source de tension ou de contrôle parfois. Comment est-ce qu'on peut le transformer en rituel de bien-être ? Moi, je pense que les rituels de bien-être, ils passent aussi beaucoup par cultiver sa créativité. Souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est notre rigidité psychologique. Et pour pouvoir cultiver une certaine flexibilité psychologique, d'être plus dans un mode adaptatif, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir cultiver la créativité. Et cultiver la créativité dans le domaine de l'alimentation, c'est s'ouvrir à découvrir de nouveaux aliments ou de nouvelles façons de cuisiner. Et donc ça passe aussi par des petits rituels de cuisiner ensemble, amener de la convivialité et du partage aussi autour de la confection des repas et autour aussi on prend son repas ensemble. C'est plus dans cet esprit-là de cultiver sa curiosité et sa créativité. Je pense que c'est un axe important à développer. Donc c'est la façon dont on présente les plats ou même le cadre qui peut influencer notre rapport à la nourriture ? Oui, le cadre, les personnes qui nous entourent, ça veut dire que, pas d'écran, ça c'est les conseils classiques qu'on entend partout, donc c'est la clé c'est l'instant présent, c'est l'instant de partage, parce que faut pas oublier qu'au départ, nous les humains, on est quand même des animaux sociaux, on vit en société, et la convivialité, ça fait partie de choses importantes autour du repas, le partage. Et donc de cultiver ces moments d'attention particulière et d'échange et d'être dans l'instant présent, ça fait partie des clés pour que le repas soit un moment sympathique et qui apporte beaucoup de plaisir. Donc on pourrait presque parler de carpe diem au moment des repas. Exactement, carpe diem au moment des repas. Et dans cette notion de carpe diem, c'est de prendre du plaisir aussi. Parce que manger, on n'est pas des machines, on n'est pas des voitures, donc on mange pas juste pour mettre du carburant dans la machine. On est des êtres beaucoup plus complexes où l'alimentation, elle prend aussi des dimensions culturelles, des dimensions spirituelles. Il y a beaucoup de représentations autour de l'alimentation. Donc oui, carpe diem, profitons de l'instant présent au moment du repas et profitons pour le partager et justement nourrir nos relations sociales parce que la santé, c'est la santé globale, c'est physique, c'est mental, c'est social, c'est émotionnel. Voilà, on est très complexe et tout ça compte. Alors, quand manger devient une façon de gérer le stress ou les émotions, quelles autres activités peuvent aider à exprimer ce qu'on ressent ? Avant de répondre à votre question, j'avais juste envie de mettre une petite précision. C'est que pour normaliser parce que c'est normal que l'alimentation soit aussi un régulateur des émotions. Ça fait aussi partie d'un comportement de mangeur régulier. Quand on est stressé, c'est normal d'avoir envie de manger des aliments gras, sucrés, salés. Et il n'y a pas d'aliments tabous. Voilà, de sortir de ces complexes d'aliments interdits, d'aliments tabous et de se dire je suis stressée, j'ai envie de me croquer un morceau de chocolat, il faut se dire que c'est normal et que ça arrive à tout le monde, même à des mangeurs réguliers. Donc déjà, c'est la première chose, c'est vraiment normaliser cette relation aussi avec ces aliments entre guillemets tabous. Et puis après, oui, prendre soin de sa santé émotionnelle tous les jours, comme une hygiène émotionnelle, évidemment, c'est indispensable pour pouvoir aussi améliorer la régulation aussi alimentaire.
Donc on peut gérer son stress avec de la respiration, avec de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. En plus, il y a plein d'applis, il y en a plein de ressources à dispo pour pouvoir faire ça très régulièrement. Parce que tout ce qu'on met en place, c'est pas juste un stage une fois dans l'année, hein, c'est vraiment des activités qui doivent rentrer dans le quotidien, même 5 minutes par jour, mais toujours un petit peu. Comme on se douche tous les jours, voilà, comme l'hygiène corporelle, l'hygiène émotionnelle, ça devrait être la même chose. On devrait avoir des petites soupapes comme ça de régulation qui viendraient pour limiter cette accumulation de tension qui peut après s'exprimer par des compulsions alimentaires, qui peut s'exprimer par des explosions de colère, ça peut s'exprimer de façon différente. Et puis après, il y a les activités qu'on peut faire de façon hebdomadaire, comme une activité sportive, d'activités plus ludiques, et puis après toutes les formes d'art comme le théâtre, comme la danse. Vous avez des pratiques que vous voulez nous partager et que vous recommandez d'appliquer à vos clients? Moi, ce que je recommande en première intention, et souvent dès la première séance, c'est la respiration consciente. Parce que la respiration, on fait ça quand même plusieurs fois dans la journée, mais on n'y prête jamais attention. Alors, on sait que pour les proches de personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, c'est pas toujours simple à gérer. Comment soutenir sans tomber dans le contrôle ou les injonctions? À l'écoute de son jeune et de repérer évidemment les signes d'alerte. S'il y a des changements de poids importants, il y a quand même, si on se rend compte qu'il y a des manœuvres d'élimination, de purge, des choses qui peuvent vraiment mettre la santé en danger, il faut vraiment après faire appel à des professionnels de santé adaptés, d'être dans la bienveillance avec soi-même et d'essayer un maximum de renforcer la confiance et se dire qu'il n'y a pas un standard. Ce serait tellement horrible qu'on se ressemble tous. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie où on a envie de ressembler à tous, à bande de copains, ça c'est sûr, c'est très symbolique de l'adolescence et du jeune adulte, mais de cultiver son unicité et de dire que sa beauté à soi, elle est dans son caractère original, et de dire que, je crois qu'en conclusion, que tous les corps sont beaux, peu importe leur forme. C'est ça aussi, parce que c'est surtout ça qui fait vraiment souffrir les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire, c'est ce contrôle du corps qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'en fait, il faut vraiment pouvoir lâcher prise là-dessus. On ne peut pas contrôler son corps. Son corps, il est en lien avec ses émotions, avec sa santé, avec ce qu'on mange, comment on bouge, etc. Et sa génétique. Bon, alors ce qu'il faut retenir, vous voyez, c'était très en lien avec tous les témoignages qu'on a eus. Donc ce que je retiens, moi, de cette interview, c'est que le bien-être alimentaire ne passe pas par la perfection, c'est juste une réconciliation avec soi-même. Et j'espère que, en tout cas, nombreux parents ont pu nous entendre et maintenant vous serez un peu plus vigilants sur le sujet. J'espère, parce que si on a décidé de faire cette émission sur la santé mentale en général, c'est bien pour ça. C'est pour faire tomber les murs et pour que chacun maintenant accède aux services. Ça fait toujours peur, on l'a évoqué, il y a une peur. Parfois, l'accueil n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement, mais il faut quand même y aller. Et puis, ça ne passe pas par la porte, il faut s'y aller par la fenêtre. Mais en tout cas, merci à nos invités d'être venus. Je rappelle, Laura, que effectivement, vous êtes hospitalière et que le service déborde. Donc, c'est pas une petite préoccupation post-Covid, c'est vraiment quelque chose de grave. Je rappelle, Natacha, vos deux associations, du coup, parce que vous formez, évidemment, vous formez les professionnels et vous accueillez des personnes en difficulté, en souffrance. On mettra effectivement donc toutes les coordonnées de cette association. Elle cherche des murs. Un local, vous êtes nombreux à nous regarder, un local, une entreprise qui a un local qui ne sert à rien, ça doit bien exister quand même. Donc vraiment, appelez-nous et faites-nous un mail ou écrivez-lui pour qu'on lui trouve une solution le plus rapidement possible. Merci à vous, belle soirée, et surtout, on se retrouve jeudi prochain pour parler du harcèlement sous toutes ses formes sexuelles, morales, etc. Et là, c'est pas une mince affaire non plus. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Merci. Merci.